Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Jean, fondatrice de Connexio, une association, et Victoria, la fondatrice de Solinum, qui est une association aussi. Alors, on va commencer par essayer de comprendre ce que vos associations respectives font. Alors, peut-être, Victoria, est-ce que tu peux démarrer en nous présentant Solinum ? Avec plaisir. Donc Solinum, c'est une association qui met l'innovation au service de la lutte contre la pauvreté. Concrètement, aujourd'hui, on a 3 activités phares. On a le Soli-Guide, qui est un guide qui référence tous les services utiles aux personnes en situation de pauvreté. Donc ça va aller de la distribution alimentaire à la douche, en passant par les cours de français, les permanences juridiques, etc. qu'on met à disposition à travers un site internet, une application et des listes papier. On a aussi Merci pour l'invite, qui est un outil d'hébergement citoyen des personnes qu'on peut héberger chez soi pour des durées plus ou moins longues. Et enfin, on a un gros travail d'analyse de données pour mettre la donnée au service de la lutte contre la pauvreté. Super, merci beaucoup. Jean, qu'est-ce que fait Connexio ? Donc on est également une association et justement en fait on est ravis aussi d'être à côté de Victoria de Solinum parce que pour nous les enjeux en fait à laquelle on confronte c'est les enjeux d'inclusion numérique. Donc on propose des parcours de formation et d'accompagnement des personnes qui sont éloignées du numérique, éloignées de l'emploi. Et aujourd'hui on a des programmes, des activités qui vont vraiment sur les enjeux d'inclusion numérique de base jusqu'à aussi la découverte en fait des opportunités dans le secteur numérique pour des personnes qui ont autrement pas en fait découvert en fait ces opportunités. Et enfin aussi on a des activités pour accompagner au niveau des structures, ça peut être des associations, des acteurs publics et également des plus petites entreprises sur leurs enjeux de transformation numérique. Vous accompagnez quel type de public spécifiquement ? Aujourd'hui, sur les publics qui sont éloignés de l'emploi et éloignés du numérique, en fait, pour nous, on accompagne beaucoup des jeunes qui sont en fait des jeunes NEET, en fait, sans emploi, en fait, sans formation. On accompagne aussi des personnes réfugiées. On accompagne aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi et en reconversion professionnelle, par exemple. D'accord. Et aussi, on a un cible aussi spécifique pour aider plus des femmes aussi. D'accord, super, merci. Si on peut revenir un peu sur votre parcours, qu'est-ce qui a déclenché un moment dans votre vie l'envie de démarrer une association et de créer vraiment une association ? Si on peut commencer par toi, Victoria. Moi, je suis tombée dedans sans faire attention. C'est-à-dire que je maraude depuis des années, donc je fais du bénévolat auprès de personnes en difficulté, notamment à la rue. Et au cours de ces maraudes, moi, j'avais besoin d'orienter les gens que je rencontrais. Et ça m'est arrivé plein de fois de leur donner une info qui n'était pas la bonne. Donc... gros problème. Donc j'ai commencé à faire une petite liste qui est devenue un Excel moche. Un site qui est devenu au final Soli-Guide au fur et à mesure du temps. Et puis de là, en tant qu'ingénieur, parce que j'étais étudiante ingénieure à l'époque, je me suis rendu compte que dans l'action sociale, on faisait toujours avec des papiers crayons, alors que de ce que je pouvais vivre dans ma vie d'ingénieur, on avait des outils incroyables dans le secteur privé qui fait de l'argent. Et ça me paraissait pas juste que pour le privé, on soit capable de faire des choses aussi poussées, alors que dans ce qui a vraiment de l'importance, on avait des outils qui étaient dégueulasses. Donc c'est l'objectif de Solinum aujourd'hui, et moi j'y suis arrivée vraiment petit à petit. J'ai jamais eu envie d'être entrepreneur, j'ai jamais eu de déclic en me disant vas-y je vais me lancer. Je suis regardé mes pieds en me disant en fait il faut que je fasse ça, il faut que ça existe. Ok, il faut que je fasse ça, s'il faut faire ça, ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent, je vais en trouver, s'il faut faire ça, il faut une équipe, ok, ça veut dire un statut juridique à poser. Ouais. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, et jamais avec l'envie de lancer un truc. Ça s'est fait par hasard et par erreur peut-être. Et là du coup, Solinum aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent dans la structure, et ça fait combien de temps que ça existe ? Là, ça fait depuis 2018 que je suis passée à temps plein, du coup, après mes études, et on est 30 salariés aujourd'hui. Mon équipe se fout toujours de moi parce que je dis à chaque fois, bon, à 10 salariés, c'est bon, c'est fini. Et là, 30 salariés, bon, allez, c'est trop, hein. Donc, normalement, 30 salariés, c'est bien, c'est pas mal déjà. Et on est présent dans 25 départements en France. Ok, ouais, c'est déjà une belle asso. Et toi, du coup, Jean, si on peut revenir sur ton parcours, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'avoir Connexio à disposition des personnes justement en situation de précarité ? Je pense pour moi aussi, et quelquefois je dis aussi pour peut-être des entrepreneurs sociaux, c'est plutôt
en fait, au début, on commence pas en fait en disant qu'on va en fait lancer, on va devenir entrepreneur, mais c'est plutôt en fait, on est vraiment en fait capté par un enjeu, un problème qu'on veut résoudre. Et pour moi, en fait, à la base, c'était le fait que j'étais chercheuse, donc en fait, vraiment pas dans ni en fait le secteur privé en fait tout au début, ni en fait le secteur associatif, mais je travaille en fait auprès des publics migrants et réfugiés pendant 2 ans. Et ce que j'ai pu noter ou pu constater sur le terrain, c'est il y avait en fait cet accès en fait des services de base, vraiment des services très importants, logement et santé, mais il n'y avait pas en fait autant de solutions qui les aidaient en fait à sortir en fait de cette première phase et aller vraiment sur un parcours d'intégration un peu plus long terme, sur en fait l'insertion socio-professionnelle, sur la montée en compétences. Et donc c'était comme ça, je pense que Connexio était né aussi de cet objectif de vraiment créer des liens, mais à travers le numérique. On a commencé avec des cours vraiment dans une salle de formation, en fait avec un petit groupe d'apprenants. Ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Et donc je pense que quand tu as aussi des apprenants si motivés pour venir, en fait avec ce désir vraiment de faire en fait quelque chose aussi avec leurs compétences, je me dis peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Et pareil, même question, Connexio là actuellement, ça existe depuis combien de temps et vous êtes combien à travailler dans la structure ? Donc Connexio, on était lancé officiellement en 2016 et aujourd'hui on est un peu plus de 40 personnes reparties en 4 pays, donc on travaille en France mais aussi au Malawi, au Kenya et en Jordanie. Et en France on est sur plusieurs régions en 12 de villes. Alors, une des premières questions qu'on avait, c'est quand vous vous êtes lancé, pourquoi est-ce que vous avez choisi un format associatif pour votre structure plutôt qu'une entreprise sociale, par exemple ? La mission derrière Connexio, c'était de rendre le numérique accessible à tous et à toutes. Pour nous, on ne voulait pas faire payer en fait, nos apprenants. Donc, je pense que c'était vraiment basé sur cette mission sociale. Eux, ils sont en fait, c'est très difficile pour eux de trouver en fait des parcours de formation qui sont gratuits, qui sont accessibles. Et donc, pour nous, c'était vraiment de faire face à ces enjeux que hier, en fait, si vous commencez à entrer en fait dans le milieu professionnel, vous avez accès à tous ces dispositifs, mais comment on fait pour les personnes qui sont vraiment loin de ce monde. Et là, en fait, on trouve il n'y a pas en fait beaucoup de ressources sur le terrain et justement en fait on fait partie des acteurs qui veulent aussi en fait justement lutter pour en fait un droit universel justement à la formation numérique pour ces personnes qui disposent pas d'autres droits possibles. Super, merci Jean. Et Victoria, alors toi dans ton cheminement vers Solinum, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le format associatif ? Alors c'était clairement un choix très très réfléchi, bien poussé, puisque c'était quand j'étais étudiante, j'ai gagné un concours où il m'avait donné un chèque en blanc, donc qui est sans ordre, de 3 000 €, parce qu'on avait gagné un concours, que je m'attendais pas à... Et donc du coup je me dis qu'est-ce que je fais avec ? Je vais pas le mettre sur mon compte en fait. Donc du coup qu'est-ce que je fais ? Je monte une association parce que c'est le statut juridique le plus simple à faire en France. C'est très très rapide à faire. Donc ce qui permet de créer un compte en banque. Voilà, vraiment démarche réfléchie. Hein. Mais il s'avère que après j'ai eu la chance d'être accompagnée par plusieurs acteurs et notamment par la Ruche et j'ai eu l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'était les statuts juridiques. Ma conviction c'est qu'un statut juridique c'est juste un outil au service d'un projet. En l'occurrence, le projet, il a un impact. Moi, j'aime bien le statut associatif parce que la mission, elle est en premier lieu, ça va jamais être la recherche de profit. Je ne pourrai jamais vendre Solinum à plusieurs millions d'euros et me barrer aux Bahamas et ça me va très très bien. Il n'y a pas de propriété de l'association. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et enfin, c'est surtout une question de modèle économique au final. Ouais. Nous, on est dans la lutte contre la pauvreté. Dans la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas 36 solutions. Au bout d'un moment, c'est la compétence de l'État. Et c'est normal. Donc nous, on est subventionnés, entre autres, par l'État et par les collectivités. Et donc ça fait sens au regard du modèle économique. Moi, je suis pas une énervée des statuts juridiques, c'est-à-dire que ça aurait pu être associatif, ça aurait pu être complètement autre chose. Personnellement, j'adore les coopératives. C'est, je pense, mon statut préféré. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit au service de maximiser l'impact social du projet. Dans ce sens-là et pas dans l'autre. Ok. Et t'aurais pu faire Solinum une coopérative du coup ? En l'occurrence, ça faisait pas trop de sens au regard du modèle économique, des outils, etc. Mais si j'avais monté autre chose, qui avait plus de sens en modèle lucratif, j'aime bien les coopératives. Et tu parlais justement du financement. Je pense que c'est intéressant de s'attarder 2 secondes dessus, sur le modèle associatif. Comment vous vous financez aujourd'hui ? Et vous qui êtes des nouvelles associations dans le secteur, est-ce que vous avez des nouvelles formes de financement ? Est-ce qu'il y a des formes de financement alternatifs aussi pour les associations qui existent maintenant en France ? Alors je pense que le modèle associatif, c'est peut-être l'un des statuts où tu as le plus de diversité en termes de possibilités de financement. Donc, en tant qu'association, tu peux être subventionné par l'État, par les collectivités, c'est notre cas. Tu peux aussi recevoir du soutien de fondations, de fonds de dotation, ceux dont on bénéficie également.
Et tu peux aussi faire de la prestation. Ça nous est arrivé, par contre en termes de comptabilité, c'est la galère, parce qu'il faut bien sectionner tout. Mais voilà, il y a une grande diversité sur ce qui est possible, tu fais aussi tes titres associatifs, tu peux faire tout un tas de choses, et c'est aussi ce qui est pratique avec ce statut qui est assez malléable en fait. Et titre associatif, c'est quoi justement ? Jean, est-ce que tu as... Je pense pour nous, on n'a pas en fait fait ça encore, on a commencé à continuer des titres associatifs qui sont, je pense, des manières d'avoir en fait, c'est comme des prêts un peu d'un côté, en fait, des prêts un peu plus solidaires. On peut avoir en fait avec des acteurs comme France Active ou d'autres aussi. Donc je pense qu'on a commencé en fait, et nous-mêmes on n'est pas allé. En fait, je suis assez intéressée par ce type de modèle, c'est les contre-impacts sociaux. Pour l'instant, je pense qu'il y avait plusieurs qui étaient lancés, mais pas beaucoup en France. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, comme c'est pas très connu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les contrats impact social ? Moi je trouve ça un truc passionnant, c'est quelque chose qui nous vient plutôt du monde anglo-saxon. Et donc les contrats impact social, c'est en fait un porteur de projet qui va avoir un projet à fort impact, mais un impact qui va être souvent systémique, c'est-à-dire qu'il va pas avoir un impact direct immédiat, c'est pas tu vas faire une distribution alimentaire dans la rue et immédiatement tu as un impact, ça va souvent être des projets à plus long terme. Et donc il a des investisseurs privés qui vont prêter de l'argent à ce projet, souvent pour des durées qui vont aller de 3 à 5 ans, donc relativement long si on regarde les associatifs, pour des montants assez importants, qui se chiffrent souvent même en millions d'euros. Et ensuite, une fois que le projet est terminé, à l'issue du temps, l'État va rembourser aux investisseurs, plus un petit bonus, l'argent qui sont prêtés au projet si l'impact est présent. Ça paraît un montage très compliqué, juridique, financier, En fait, tout simplement, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on va faire confiance à un acteur, d'avoir un impact social fort sur un temps long, lui laisser le temps de déployer cet impact social, parce que cet impact social va aussi permettre à la société de faire des économies. Et donc au final, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque les investisseurs privés ils prennent le risque et pas l'État. Et l'État, en tout cas, il va s'assurer d'avoir quelque chose qui va avoir de l'impact social pour la société et créer une économie. C'est assez positif. Ouais, et en général, tu as une société tiers hors de ce montage-là qui va valider l'impact social qui a été réalisé par la structure souvent associative pour le quantifier, et notamment en termes de coûts évités pour la société, ce qui permet du coup après de calculer une sorte de retour sur investissement pour l'État, quoi. Et Jean, on n'a pas parlé, quel est le modèle économique de Connexio et tes sources de financement ? Aujourd'hui, pour les parcours, en fait, ce qu'on a, en fait, nos programmes solidaires, donc là, c'est vraiment en fait sur les enjeux d'acquisition de compétences de base, des parcours découverts. Ça, c'est plutôt par subvention ou en fait des types de financement un peu plus classiques pour les associations. On a aussi des parcours certifiants aujourd'hui qui sont en fait reconnus au niveau des titres RNCP. Et ça, en fait, on commençait aussi à entrer dans des dispositifs de la formation professionnelle qui peuvent être l'alternance, par exemple, parmi d'autres dispositifs. Quand on entre dans ce milieu, il y a beaucoup de dispositifs, c'est pour ça. Et enfin, mais ça c'est quelque chose en fait où on a développé d'une manière très organique. On a commencé en fait avec certains contrats d'aussi avoir des formations sur mesure qui sont des prestations pour des acteurs. En fait, on a commencé beaucoup avec nos partenaires associatifs pour aussi développer en fonction de leurs besoins aussi des parcours un peu plus adaptés en fonction des besoins de formation, montée en compétences, beaucoup des enjeux de digitalisation on voit aujourd'hui où il y a un peu des écarts entre les besoins sur le terrain et les outils qui vont être adoptés en fait dans le marché. Si on se concentre plus sur les talents, sur la gestion des talents et le fait de les attirer, comment c'est quoi vos challenges au quotidien aussi sur la gestion et la capacité d'attirer des talents dans des modèles associatifs ? Sur le recrutement des talents, en fait, eux, ils viennent souvent pour l'impact social. Et là, je vois un vrai shift qui est en train de se faire où les personnes vont chercher à avoir un job qui a du sens, comme on dit. Donc ça, c'est ultra positif. La difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes, du coup, qui vont pas forcément sur les plateformes. Par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Job Make Sense, qui est parfait pour les jobs à impact social, sauf que les personnes qui sont dans cette transition ne connaissent pas encore cet écosystème. Donc ça va être compliqué aussi d'aller les attirer, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent passer à l'action là-dessus. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai jamais entendu parler de social ou d'entrepreneuriat social, etc. dans mes études. Mes potes ingénieurs, ils sont pas dans le social. Il y a personne. Alors que dans d'autres filières, plus gestion de projet, type Sciences Po, école de commerce, etc., il y a pas mal de personnes qui ont envie d'aller bosser dans le social et qui sont prêts à faire des sacrifices aussi au niveau du salaire. Parce que malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Même chez eux, soutient la nécessité d'avoir un salaire juste pour les jobs qui ont du sens.
Et donc dans la tech, clairement, c'est pas facile. Ce qui est important aussi, c'est qu'on recrute des personnes qui vont certes avoir des compétences numériques, mais comme tu le dis, surtout, qui vont avoir l'envie de bosser dans la chose qui a du sens. Nous, entre deux profils, entre quelqu'un qui va être un cadre de la nouvelle techno à la mode, mais qui s'en fiche complètement de pourquoi il développe, et quelqu'un qui a envie d'apprendre, mais qui n'est pas encore tout à fait là, et par contre qui a la compréhension profonde du besoin social, il n'y a pas photo. La personne qui va avoir l'ambition sociale avant tout. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'aujourd'hui, dans le secteur des ingénieurs, des devs, etc., on n'est pas encore totalement sensibilisé à ces questions sociétales. Il y a beaucoup de changements. Il y a notamment Latitude, que vous connaissez sûrement, qui est une association qui essaye aussi d'insuffler un petit peu de tech for good, et donc d'encourager à ce que le digital soit de plus en plus for good, et que les développeurs aussi s'orientent vers ça. Et il y a probablement aussi quelques idées reçues sur le fait de travailler dans l'associatif de la part de ces talents. Quand on cherche un travail qui a un peu plus de sens, l'associatif y répond, mais en même temps, pour des plus jeunes, ça peut faire un peu peur. On aimerait bien démystifier avec vous ces idées reçues. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme idées reçues qui peuvent freiner les candidats pour rejoindre des structures associatives ? Et qu'est-ce que c'en est en réalité ? Est-ce qu'il y a réellement, on les rencontre sur le terrain ? On peut commencer par ta, Victoria. La première chose, généralement, quand je parle de ce que je fais, on me dit « Ah, du coup, mais t'as un job à côté ?» Ah bah non, c'est mon travail. C'est plein temps. Le premier, je pense, cliché sur l'associatif, c'est qu'on voit tout de suite l'association de bénévoles. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est une immense part des emplois en France où en fait, c'est des associations professionnelles. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, on n'a pas forcément vu ça. J'ai la chance aussi, en parallèle de Solinum, d'être administratrice de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française, c'est plus de 17 000 salariés. Ouais, quand même. Énorme. Au niveau 440 quand même. Donc, il y a quand même un gros enjeu de faire comprendre qu'en fait, on peut travailler dans l'associatif et que parfois aussi, c'est très efficace. On a besoin de compétences spécifiques, on a besoin d'être sur des temps pleins. Et c'est aussi très bien pour les enjeux sociétaux auxquels on fait réponse aujourd'hui. Et puis les autres enjeux qu'on va voir sur les clichés dans l'associatif, c'est aussi les questions de l'efficacité. Quand on pense association, on pense à un truc un peu poussiéreux peut-être, avec des associations qui vont pas être avec des outils à la pointe, etc. Donc nous, ce qu'on essaie en tout cas, c'est d'être toujours dans l'efficacité, dans l'optimisation de nos actions, parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit à nos bénéficiaires, le plus efficace possible. Je pense même pour donner en fait un chiffre aussi sur la taille, en fait, je pense que c'est 1,3 million d'associations en France. Je pense en termes de nombre de structures, c'est aussi en fait un nombre assez important. Non, je pense pour nous aussi, on avait aussi pour essayer de aussi mieux, je pense, parler de l'ADN de Connexio et comment on fonctionne aussi, parce que oui, bon, en fait, je partage un peu les constats en fait que Victoria avait dit aussi sur ses idées reçues. On avait aussi essayé de mettre aussi start-up social aussi, parce qu'on était un peu né de cet écosystème. On a passé nos premières 3 années en fait à Station F aussi, et donc le fait aussi d'être un peu entouré dans ces écosystèmes, le fait qu'on travaille aussi beaucoup avec les partenaires entreprises, startups de la tech, je pense que nous a aidé un peu, mais je pense que oui, quelquefois on rencontre des partenaires ou d'autres qui pensent que peut-être en termes de comment en fait on bouge, les pratiques qu'on a dans notre structure, en fait ils sont un peu étonnés aussi parce qu'on est très très digital dans nos outils. Tout est en fait sur Slack, Miro, et il y a beaucoup des choses qu'on fait en fait d'une manière en fait très digitalisée. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui, c'est bien en fait de en fait faire confronter en fait à ces idées reçues. Ouais. Je rebondis là-dessus sur les outils. Effectivement, c'est une idée reçue. Je pense c'est le fait que maintenant les nouvelles associations, mais même les associations déjà bien établies, utilisent des outils digitaux à leur disposition. Vous, comment vous l'utilisez au quotidien et comment ça vous permet, d'une, de maximiser votre impact et deux, de le mesurer ? Bon, nous, le numérique, c'est quand même dans l'ADN de Solinum, puisqu'on développe des outils numériques, donc on a la chance d'avoir une équipe tech en interne qui développe nos outils. Donc ça va être une composante un peu naturelle de notre travail. Alors, on utilise énormément le numérique aussi pour optimiser nos actions en interne. Moi, je suis une grande bidouilleuse, donc je développe énormément de choses pour gagner du temps, pour automatiser les mails, les machins, les petites actions du quotidien, les contrats, les bitules. Et ça, je pense que c'est hyper utile. Parce qu'on est dans un secteur où on manque de moyens. Ouais. Et donc du coup, si on manque de moyens, autant être plus intelligent et puis essayer de trouver des trucs pour gagner du temps. Donc c'est énormément ce qu'on fait. Moi, je suis très fan du no-code. Ouais. On en fait beaucoup chez Solinum et c'est très accessible. Et donc il y a de plus en plus d'associations qui commencent à se saisir de ce genre d'outils qui leur permettent à moindre coût d'avoir des choses qui vont être beaucoup plus efficaces.
Oui, je pense que même ce constat, pour nous, on avait en fait eu la chance d'être accompagnés par Sherit à la base aussi. On faisait tout en fait manuel en fait. Les envois des rappels pour les apprenants, c'était en fait nos équipes. Je me dis peut-être au bout d'un moment, j'aurais des gens qui perdaient un peu leurs doigts avec le nombre de messages qu'ils envoient tous les jours. Et donc aujourd'hui, en fait, on a digitalisé beaucoup en fait des choses automatiques. En fait, nous, en fait, pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment agile aussi, on passe sur Airtable pour beaucoup en fait de nos contacts, tous les liens entre les différents outils. Et donc pour nous, c'est de continuer en fait à faire ça et aussi d'aider à convaincre d'autres structures aussi de faire ça parce que on avait vu en fait le temps en fait gagné chez nous en termes de productivité pour les équipes aussi sur des tâches vraiment répétitifs où ils peuvent être ils peuvent allouer leur temps sur vraiment le temps d'accompagnement des apprenants. Mais je pense que c'est vraiment un travail au fur et à mesure parce que les outils vont continuer à changer, évoluer aussi. Et donc je pense que ça c'est en fait un travail au fur et à mesure, essayer d'adopter en fait au sein de Connexio. Et t'as évoqué Sherit, tu peux nous présenter la structure en quelques minutes ? Oui, pardon. Sherit, donc c'est en fait un accélérateur, disons, où ils vont essayer justement d'accompagner en fait des associations sur des différents projets. Ça peut être en fait donc des projets numériques, mais ça peut être en fait le développement d'une application mobile. Pour nous, c'était en fait de nous aider avec notre chantier de travail sur la digitalisation de tous nos processus. Mais vraiment en fait, c'est de partir en fait avec un besoin tech. Numérique et d'avoir des experts en fait des différentes équipes des entreprises comme Accenture ou Orange qui vont en fait accompagner ces projets pendant en fait 3 et 6 mois. Donc c'est vrai qu'on voit que maintenant de plus en plus d'associations se digitalisent pour optimiser leur quotidien et leur efficacité, mais aussi pour avoir un impact, tout simplement, typiquement Solinum. Est-ce que vous, chez Solinum, vous avez rencontré des controverses ou des enjeux éthiques autour du digital liés à un impact social ? Ouais, nous on a eu plus d'enjeux d'incompréhension, je pense. Par exemple, sur Soliguide, qui est une énorme base de données, beaucoup d'acteurs qui nous ont demandé, mais du coup, est-ce que c'est RGPD, compliant, etc. Il faut voir que sur Soliguide, ce qu'on référence, c'est du coup des services utiles aux personnes. Donc on a, je sais pas, une distribution alimentaire, son heure de passage, ses conditions d'accès et les accès en transport en commun. C'est pas des données personnelles, en fait. Mais il y a aujourd'hui une petite peur qui s'est créée quand même autour de ces questions de données. Donc dès qu'on parle de base de données, oh là là. Alors qu'en vrai, pour nous en l'occurrence, il n'y a pas d'enjeu. C'est quand même un enjeu très important à prendre en compte pour les associations, notamment quand on traite en direct avec les bénéficiaires pour protéger les données. Ça paraît évident. Et il faut aussi sortir de quelque chose de dogmatique où on essaye d'expliquer aux associations bouh, c'est pas bien, il faut absolument que vous fassiez bien, et qu'on leur explique aussi comment le faire. Parce que c'est pas si évident que ça non plus de se mettre sur ces questions-là. Et autre petit truc intéressant que je trouve chouette, c'est nous, par facilité au début, on a utilisé sur Soliguide le fond de carte de Google Maps. Le nombre d'associations qui sont venues nous voir en disant « Alors attention les GAFAM, c'est pas bien », ils ont raison. Et du coup, on a changé, on est passé sur OpenStreetMap. Je trouve ça super intéressant qu'il y a plein d'acteurs qui, en vrai, ils y connaissent rien, mais ils ont cette sensibilité. Parce qu'avec l'associatif vient aussi tout un lot de valeurs sur l'éthique qu'on retrouve sur les questions du digital. Et du coup, on va avoir des acteurs qui vont être beaucoup plus demandeurs de solutions éthiques, open source, libres, qui détruisent pas la planète. Et ça, je trouve ça très très bien. Et puis peut-être que dans l'action sociale aussi, il y a un côté un peu contre-intuitif de dire on va mettre du digital pour avoir plus d'humains. Mais tu confirmes que vous, chez Solinum, c'est vraiment le digital qui vient au service de l'aide à l'autre ? Oui, complètement. Moi, je pense que, comme tu dis, c'est un outil qui est au service de l'autre. Le digital, ça permet de gagner du temps, en tout cas pour l'utilisation qu'on en a. Par exemple, nous, ça va permettre de faire gagner énormément de temps aux travailleurs sociaux pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui est le lien avec les bénéficiaires. S'ils sont obligés de faire des tâches administratives pendant des heures, c'est pas positif et c'est pas leur métier et c'est pas ce qu'ils devraient faire. Donc c'est pour ça que c'est ultra important pour nous d'avoir des outils qui vont être co-construits avec eux, pour et avec les acteurs de la solidarité, pour qu'on soit sûr qu'on réponde à leurs attentes et qu'on fasse des choses qui leur fassent gagner énormément de temps. Et je pense qu'on ne devrait pas opposer aujourd'hui le digital et l'humain. En fait, le digital, mais c'est comme n'importe, c'est comme un papier, c'est un outil en fait, c'est tout. Et est-ce que tu le vois aussi comme un outil de mesure, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait là, jusqu'à présent sur la récolte et la structuration des données, est-ce que vous pouvez aussi la valoriser pour mesurer votre impact ? Ouais, je pense que c'est une grande chance de bosser dans le digital parce que naturellement, tu vas avoir énormément de statistiques qui vont remonter tout seul, si tu les mesures, évidemment. Donc nous, c'est une grande chance là-dessus. Par exemple, on peut te dire que depuis le début de l'année 2022, il y a eu plus d'1 million de recherches sur Soliguide.
énorme, c'est génial. Par contre, ça va pas tout faire. Je mets un petit point d'attention, il faut bien différencier, j'adore l'évaluation d'impact social, une passion, les indicateurs de moyens et les indicateurs de résultats. Ouais. Par exemple, te dire qu'il y a un million de recherches sur SoliGuide, c'est cool, c'est un indicateur de moyens ultra positif, par contre, c'est pas un indicateur de résultat, enfin, un indicateur d'impact. Donc, on va pas faire l'économie d'enquête auprès des bénéficiaires et des acteurs de la solidarité pour comprendre quel est le changement opéré chez eux. Ce que je trouve très intéressant avec le numérique, c'est que ça peut non seulement nous aider à avoir des données pour notre impact, mais aussi pour tout l'écosystème. Par exemple, sur SoliGuide, on a une cartographie de tous les acteurs de la solidarité qui existent, avec leurs horaires, leur saturation, etc. Et on a aussi, via les recherches, les demandes qui sont faites. Donc en gros, on peut te dire que à tel quartier, il y a 2 distributions alimentaires et qu'il y a 2500 recherches qui ont été faites alors que les 2 sont saturées. Je trouve ça assez énorme en termes de capacité d'évaluation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être très structurant dans les années à venir pour les politiques publiques, pour qu'on arrête de sortir de la politique publique au doigt mouillé, et qu'on arrive à faire des choses qui sont comme dans le privé, en fait, où on regarde les chiffres, objectivement, qu'est-ce qui se passe, et du coup, on adapte les politiques, les stratégies en temps réel, et on peut aussi être plus résilient face aux crises. J'étais très touchée avec la crise Covid, la crise en Afghanistan, la crise en Ukraine, où c'était des gros moments forts pour SoliGuide, où on s'est mis à mettre à jour toute la base de données, et on pouvait te dire en temps réel les fermetures des structures sur SoliGuide pendant le Covid. On pouvait te dire les recherches qui étaient faites en ukrainien à travers la France, où elles étaient faites et qu'est-ce que les gens cherchaient. Je trouve ça assez hallucinant et je pense qu'il y a énormément de potentiel pour l'avenir. Et Jean, toi de ton côté, comment est-ce que chez Connexio vous utilisez le digital pour mesurer votre impact ? Et je pense peut-être de mon côté en fait sur les enjeux numériques parce que je pense qu'on a 2 niveaux en fait, le fait que nous-mêmes en fait on essaie de proposer ça, mais aussi qu'on fait ça à travers les compétences aussi. Et je pense que le grand enjeu pour nous c'est d'assurer aussi, parce que le numérique comme tout c'est en fait c'est super si en fait on maîtrise bien ses compétences. Et pour nous en fait le grand peur on a c'est qu'il y a beaucoup de monde, 13 millions de personnes en France qui sont quand même exclus de ce monde. Donc comment on va faire en sorte pour assurer que le numérique, je pense que c'est Milieu Majoubi qui avait dit ça, c'est comme un TGV, en fait c'est déjà parti de station, et comment on fait pour être sûr il n'y a pas, en fait il y a quand même beaucoup de monde qui est un peu laissé derrière. Et donc pour nous en fait sur certains de ces enjeux justement sur comment en fait on peut appuyer sur le numérique, déjà de partir de ce constat, il faut inclure et embarquer tout le monde, surtout les personnes en fait, parce que pour les personnes qui sont un peu déconnectées, ça peut être sur un enjeu d'équipement, de connectivité, mais je pense que la plus grande raison, c'est quand même en fait une bonne maîtrise de ses compétences, parce que peut-être on a des personnes qui utilisent le smartphone ou ils ont en fait des tablettes, mais en fait c'est peut-être pas sur les usages professionnels, vraiment pour la vie quotidienne, sur les démarches administratives ou encore pour en fait c'est 86% de démarches en fait, des candidatures en ligne, des entretiens visio qui passent en ligne aujourd'hui. Et donc si quelqu'un n'est pas capable de maîtriser toutes ces démarches, c'est vraiment un frein énorme pour pouvoir en fait s'insérer professionnellement. Et donc je pense que ça c'est le grand enjeu, on voit sur le terrain sur tout ça, et on sera ravis justement en fait on essaie de s'associer avec différents acteurs pour être sûr qu'on a des bons relais, parce qu'il y a toujours en fait cet enjeu aussi de être un peu offline, vraiment sur le terrain, pour embarquer des gens en fait pour les aider à acquérir ce niveau de autonomie numérique, pour ensuite qu'ils soient autonomes en fait pour faire en fait toutes les démarches et pouvoir augmenter leur employabilité. Donc ça je pense que c'est le grand enjeu. Et deuxièmement peut-être pour prendre un peu à la question de comment en fait on utilise ça dans nos process aujourd'hui. Donc pour nous aujourd'hui en fait on est aussi sur une démarche de pouvoir en fait suivre en fait la suite de nos en fait des parcours des apprenants, pour voir en fait où en fait on peut en fait les envoyer, soit si en fait ils avaient fait déjà un premier bout de formation et ils souhaitent en fait poursuivre avec une formation ou en fait un retour en emploi direct. De plus en plus on essaie aussi de travailler un écosystème pour en fait avoir des données aussi, mais avec la partie un peu en fait humain aussi sur le terrain, de savoir en fonction de profil de la personne en fait quels sont les acteurs en fait avec des programmes qui sont en fait en fonction de statut de la personne, qui sont en fait bien pour vous. Et donc je pense que pour nous en fait on continue en fait à utiliser aussi certains de nos outils numériques pour pouvoir aider à faire ça, et ensuite aussi faire le suivi en fait de nos apprenants en fait à 1 mois, 3 mois et 6 mois après la fin de la formation. D'accord, donc en fait le digital vous permet de suivre le parcours de vos apprenants en vous connectant d'une certaine manière avec l'écosystème qui va les accompagner, et du coup de mesurer votre impact long terme, c'est ça ? Oui. Okay. J'aimerais rebondir sur je pense très intéressant cette question entre la tech
et l'humain, le terrain. On tombe aujourd'hui un petit peu dans un sorte de solutionnisme numérique où t'as des acteurs qui vont dire alors pour résoudre ce problème social ultra gros, t'inquiète, on va faire une plateforme. Non, on va pas faire une plateforme qui va révolutionner le monde de la solidarité, les parcours migratoires, etc. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Et d'autant plus que les outils numériques s'animent. C'est pas des outils qui tout de suite vont marcher, fonctionner tout seuls comme des grands, etc. Et c'est une grosse erreur qu'on a et qui va aussi jouer sur les mécanismes de financement derrière, puisque les acteurs vont être très chauds pour financer de l'investissement. On va faire un joli outil numérique. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas l'outil. Tu pourras avoir un vieux site des années 90 très très moche qui clignote de partout, qui serait plus efficace si derrière t'as une équipe de déploiement qui s'en occupe et qui s'assure que l'outil il est créé avec les personnes concernées et qu'il leur est utile directement et qu'on est diffusé par les bons canaux et que tout le monde s'en saisit. Est-ce que vous avez des exemples d'associations, au-delà de Connexio et Solinum, qui utilisent le digital vraiment au service d'actions sociales fortes? Je suis très admirative, par exemple, des actions qui sont faites par Entourage. Je sais qu'en fait, ils ont développé un LinkedIn et je trouve ça super en fait pour contraster entre LinkedIn, pour essayer justement en fait d'utiliser des forces de réseau en ligne pour aider en fait des personnes en fait à la recherche d'emploi ou en fait vraiment de poursuivre en fait leur parcours professionnel. Donc je trouve en fait ils avaient développé quelque chose vraiment très, je pense très innovative et en fait très importante. Moi, je trouve ça génial parce qu'on est vraiment sur un moment où c'est en train d'exploser, il y a de plus en plus d'acteurs qui se créent là-dessus, c'est ultra enthousiasmant et on se pose la question maintenant de comment on peut faire des trucs ensemble, s'articuler pour être encore plus fort. Dans les outils numériques, en plus d'Entourage, que je trouve hyper inspirant, on a Reconnect aussi, donc eux ils ont fait un cloud solidaire qui permet aux personnes, notamment à la rue, de mettre en sécurité leurs documents. Pour notamment ne plus avoir à ce que les travailleurs sociaux soient obligés de les refaire encore et encore, parce que c'est une grosse partie de leur travail aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de problématiques avec la perte de papier. Donc ça c'est un exemple très concret d'un outil numérique qui est utile à énormément de personnes aujourd'hui. Au-delà de l'attitude, est-ce que vous avez des exemples de structures qui permettent de donner un peu de son temps à des associations, notamment dans le digital? Je pense pas mal aux personnes qui ont des jobs à côté mais qui voudraient pouvoir s'engager dans des assos. Comme exemple, il y a par exemple Vendredi, qui est une plateforme qui permet aux entreprises d'engager leurs salariés sur une partie de leur temps. C'est ça que ça s'appelait Vendredi à la base, je crois. Et du coup, on avait bénéficié, nous, pas mal de mécènes de compétences par Vendredi. Donc ça permet aux entreprises et surtout à leurs collaborateurs de pouvoir faire des choses qui ont du sens et aussi de s'enrichir parce que c'est des mêmes challenges au final intellectuels. Je pense que Vendredi, je pense que peut-être il y a d'autres plateformes aussi avec qui je pense Wannabe aussi, mais je pense que je pense qu'il y a aussi, je trouve que c'est positif aussi, il y a de plus en plus des initiatives et après derrière c'est aussi de en fait pour l'organisation un peu plus logistique derrière de comment en fait on va justement être matché et aussi pour nous aussi au sein de l'équipe être vraiment préparé pour en fait accueillir aussi des futurs collaborateurs. Ce qu'on aime bien faire dans le podcast, c'est demander à nos invités des contenus à recommander. Est-ce que vous avez des contenus à recommander, que ce soit des podcasts ou des vidéos ou des bouquins sur l'associatif en général et aussi le digital qui aide l'associatif? Je pense que en fait, on suit en fait plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs en fait podcasts. Peut-être ça c'est aussi dans l'écosystème un peu start-up aussi qu'on avait suivi aussi pour. Je pense que je suis aussi personnellement toujours en fait assez fascinée par d'autres parcours des entrepreneurs aussi et de plus en plus de montrer que il y a, j'espère aussi avec les années à venir, moins de clivage entre ça c'est en fait pour impact et ça c'est en fait pour autre chose. Je veux qu'en fait de plus en plus on a ces milieux en fait qui convergent et donc par exemple il y a des podcasts par exemple que j'ai écouté en fait il y a un qui s'appelle French Doers par exemple. Ils font des formats assez intéressants en fait, c'est long, c'est 3 heures en fait chaque podcast, mais ils parlent vraiment en fait des histoires en fait de début en fait comment on avait créé et c'est des entrepreneurs en fait des horizons assez en fait divers. Si le en fait entrepreneur aussi fait partie en fait des autres podcasts qui sont vraiment en fait dans ce milieu-là et qui commencent aussi à avoir des invités en fait des horizons assez divers. Moi j'avais une question pour toi, tu parlais tout à l'heure du no-code. Est-ce que tu recommandes aux gens qui nous écoutent des outils, des plateformes, des lectures autour du no-code pour pouvoir apprivoiser un peu cette nouvelle manière de s'organiser? Je pense que le no-code, c'est comme l'entrepreneuriat social, en fait, tu lis pas un livre dessus en disant vas-y, je vais lancer, tu y vas. Et du coup, sur le no-code, moi je peux recommander des outils en tout cas. Je suis très fan des outils classiques, donc Airtable,
Notion, Zapier, Make, voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude. Il y a des outils incroyables qui existent, et puis après des outils qui vont s'agréger là-dessus, par exemple Softair plus Airtable, des choses comme ça. Donc je recommande surtout de s'y mettre et de tester des trucs, et d'automatiser des trucs, et de se rendre compte qu'en fait c'est super facile, et que... Enfin, par exemple, en tant que femme, je trouve que souvent on va se dire le développement c'est impossible, alors qu'en fait le dev ça va. Et pareil pour le no-code, qui est encore plus accessible, on peut se dire non mais c'est pas pour moi, c'est trop technique. Si tu sais faire je veux ça en entrée, je veux ça en sortie, t'es capable de faire. Message reçu. Est-ce que vous recrutez dans vos structures actuellement ? Et si oui, sur quel type de poste ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Nous on recrute très souvent parce qu'on est en très grosse croissance. Nous on va recruter des profils assez classiques au final en termes de postes, en tout cas pas classiques en termes de personnes qu'on a heureusement, mais ça va être de la gestion de projet, ça va être du dev, de la data, enfin voilà, des trucs comme dans n'importe quelle start-up au final. Super. Et chez nous actuellement on avait des postes qui sont sur... En fait, il y a les deux, en fait, sur le terrain, par exemple sur des charges de mission, pour vraiment en fait, coordonner nos activités. Des formateurs, on est toujours en recherche des formateurs aussi, formatrices pour nos programmes. Et aussi, on a un profil en particulier en ce moment pour chercher un product owner aussi sur certains justement de nos outils. Jean, Victoria, merci pour votre temps, merci beaucoup pour vos réponses, c'était très inspirant et à très bientôt.